Bienvenue à nouveau. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur John Mearsheimer. Merci beaucoup d'être revenu dans l'émission. Avec plaisir, comme toujours, Glenn. Nous voyons donc que le peuple américain en avait assez des guerres sans fin et des coûteuses entreprises de construction nationale. Elles ont nui à la position de l'Amérique dans le monde et ont rarement été couronnées de succès. C'est pour cette raison que les Américains ont voté pour Trump, qui a constamment critiqué ce type de guerre et prôné une approche America First. De toute évidence, nous n'avons pas suivi cette voie. Les critiques ont été nombreuses et sa base est divisée. Mais d'un point de vue réaliste, quels sont les intérêts stratégiques des États-Unis au Venezuela? Au-delà des raisons déclarées comme la promotion de la démocratie ou la lutte contre le narcoterrorisme, que pensez-vous que les États-Unis cherchent réellement à y accomplir? Eh bien, lorsqu'on parle des intérêts de l'Amérique dans l'hémisphère occidental, il est important de comprendre que la doctrine Monroe définit essentiellement quels sont nos intérêts. Ce que nous voulons garantir, c'est qu'aucune grande puissance lointaine, qu'il s'agisse de l'Allemagne impériale, de l'Allemagne nazie ou de l'Union soviétique en Europe, ou encore du Japon impérial ou de la Chine aujourd'hui en Asie de l'Est, ne forme d'alliance militaire avec un pays de l'hémisphère occidental, ni n'y déploie ses propres forces militaires, comme les Soviétiques l'ont fait pendant la crise des missiles de Cuba. C'est cela, le véritable sens de la doctrine Monroe. Empêcher les grandes puissances lointaines d'intervenir dans l'hémisphère occidental, que nous dominons bien sûr parce que nous sommes si puissants. Or, cette opération n'avait rien à voir avec la doctrine Monroe. À ce stade, il n'y a aucun danger que la Chine ou la Russie forment une alliance militaire avec le Venezuela ou envisagent de déployer ses forces militaires dans l'hémisphère occidental. Ce n'est tout simplement pas un sujet. Il ne s'agit pas de politique de grande puissance, ce qui est pourtant le cœur de la doctrine Monroe. À mon avis, il s'agit d'un bon vieux cas d'impérialisme. C'est une situation où les États-Unis veulent diriger la politique du Venezuela. Apparemment, si l'on écoute le président Trump, sa principale préoccupation est de savoir qui contrôle le pétrole du Venezuela. Et il semble penser que ce pétrole nous appartient, que c'est à nous de décider à quoi il sert et comment il est utilisé. C'est un impérialisme flagrant ou un néocolonialisme. Cela n'a que peu à voir avec la doctrine Monroe. Eh bien, les États-Unis sont intervenus plus d'une fois en Amérique latine. Mais considérez-vous que cela s'inscrive dans ce type de schéma ou s'agit-il de quelque chose de différent? Parce que cela semble certainement plus audacieux qu'auparavant. Comme vous l'avez dit, il y a eu des références explicites à la prise du pétrole, par exemple. Et tandis que Trump a déclaré que nous dirigerons désormais le Venezuela, il a ensuite soutenu que la nouvelle présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, pourrait rester au pouvoir à Caracas tant que, je cite, « elle fait ce que nous voulons ». Sinon, il y aurait d'autres frappes. En somme, cela ne revient-il pas à dire qu'il n'est pas nécessaire de renverser le gouvernement en place tant qu'il obéit? Comment percevez-vous ou évaluez-vous cela? Glenn, il n'y a vraiment rien de nouveau ici. Comme presque tout le monde le sait, les États-Unis ont une longue histoire d'ingérence dans la politique des pays de l'hémisphère occidental. Nous considérons tout pays qui penche vers la gauche comme une menace et nous intervenons presque toujours pour tenter de renverser le régime. Souviens-toi, le président Trump ne parle pas seulement de changement de régime et d'ingénierie sociale au Venezuela ces derniers temps. Il laisse aussi entendre, assez ouvertement, que nous pourrions faire la même chose en Colombie, au Nicaragua, voire même au Mexique. Il semble croire que les États-Unis ont un intérêt particulier à s'immiscer dans la politique de tout pays de l'hémisphère qui ne lui plaît pas. Et encore une fois,
ce n'est vraiment rien de nouveau. Les États-Unis ont une longue histoire en la matière. Le Chili en 1973, le Guatemala en 1954, et ainsi de suite. Mais ce qui rend cela si effronté, pour reprendre ton mot que je trouve tout à fait juste, c'est que Trump n'essaie pas de justifier ce qu'il a fait avec un langage diplomatique ou une rhétorique libérale. Il dit essentiellement, en termes très directs, que nous pouvons diriger le Venezuela, que ce n'est pas un problème, et que le pétrole du Venezuela est notre pétrole. Il a l'air d'un impérialiste pur et simple, et on ne voit pas souvent une telle franchise. Quand les États-Unis interviennent et agissent de manière impériale dans l'hémisphère occidental, ils ont tendance à dissimuler leur comportement sous une rhétorique libérale ou idéaliste. Mais le président Trump n'agit pas ainsi. C'est un type à la massacre à la tronçonneuse du Texas, on le voit venir de loin. Il est très direct, et c'est pour ça il est juste de paraître fort effectivement effronté. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie cependant pour l'ordre mondial au sens large? Car au cours des 30 dernières années, le soi-disant ordre libéral fondé sur des règles a essentiellement signifié que le droit international s'appliquait à tout le monde, sauf à l'Occident sous la direction des États-Unis, puisque nous étions considérés comme les champions de la démocratie libérale. Ainsi, le droit international pouvait être mis de côté s'il était jugé nécessaire pour une cause démocratique ou humanitaire. Cela faisait partie intégrante de l'ordre hégémonique. Et dans une large mesure, nous avons vu cela commencer au Kosovo lorsque nous avons dit que, certes, ce n'était pas légal, mais que c'était légitime. En somme, nous avons dit que la démocratie libérale crée une légitimité en dehors de l'état de droit. C'est ainsi que nous pouvions diriger un empire, un système hégémonique, tout en lui donnant une légitimité. Et je pense que, lorsqu'il s'est agi d'attaquer le Venezuela, les Européens ont fait notre part. Nous avons décerné le prix Nobel de la paix à Machado dans l'idée que si les États-Unis intervenaient militairement, cela reviendrait à instaurer la démocratie et que cela apporterait la paix. C'est en somme toute la thèse de la paix libérale. Les démocraties ne se font pas la guerre, elles sont plus pacifiques, et ainsi de suite. Et cette paix peut être imposée par la force militaire. Mais au lieu de cela, nous avons vu que Trump n'a pas saisi l'occasion. C'était une belle opportunité manquée. Il aurait pu avoir cette légitimité, mais il a dit qu'il ne voulait pas de cette excuse. Il s'est même montré méprisant envers Machado qui prenait le pouvoir. À la place, il a parlé de toute la richesse que nous allons extraire du sol. Mais devons-nous nous en inquiéter? Je veux dire que Washington ne fasse même plus semblant. Trump ne garde même plus les apparences. D'un côté, c'est agréable d'avoir un peu d'honnêteté. De l'autre, c'est important. Les histoires que nous racontons l'infamant Wars, même de spectateurs when ils sending certains idéaux. Oui, bien sûr. Parlons un peu du droit international. Comme vous le savez, lorsque les États-Unis étaient la seule superpuissance, c'était pendant le moment unipolaire de 1993 environ jusqu'à 2017, nous étions réellement la seule grande puissance du système. Et nous avons exercé notre influence partout dans le monde. Nous avons néanmoins accordé une attention particulière au droit international. Et si nous le violions, nous faisions de grands efforts pour affirmer que nous ne le violions pas vraiment. Alors, que se passe-t-il ici? Le fait est que le droit international est nécessaire. Les institutions internationales sont nécessaires. Les règles sont nécessaires. Dans un monde incroyablement interdépendant comme celui dans lequel nous vivons, les règles et les lois sont absolument essentielles. Et le point clé à garder à l'esprit ici, c'est que les États-Unis ont rédigé presque toutes ces règles et presque toutes ces lois. Nous avions donc peu de difficultés à obéir aux règles ou à la loi la plupart du temps,
car encore une fois, nous les avions rédigés de manière à servir nos intérêts nationaux. Mais voilà que le président Trump arrive, et il est vraiment sui generis en la matière. Il éprouve un mépris total pour le droit international et les normes internationales. Il pense simplement qu'ils n'ont aucune importance. Et il estime que lorsqu'il enfreint la loi, il n'est pas nécessaire de justifier ses actes, qu'il n'est pas nécessaire de dissimuler le point de fer sous un gant de velours. Le résultat final, c'est que le droit international, le système fondé sur des règles, est en train d'être piétiné. Et la question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce dans l'intérêt national américain ou bien dans celui d'autres pays à travers le monde? Et je dirais que ce n'est pas dans leur intérêt. Encore une fois, nous avons besoin de règles, nous avons besoin de lois, nous avons besoin de normes. Si les anciens présidents ont accordé autant d'attention à ces questions, c'est parce qu'ils le comprenaient. Mais Trump ne pense pas que ce soit vrai. Il pense simplement qu'il peut sortir et démolir le système fondé sur des règles et qu'au final, nous nous en porterons mieux. Quant aux autres pays, la vérité, c'est qu'il ne s'en soucie pas. Il ne se préoccupe que des États-Unis d'Amérique et de ce qu'il estime être bien ou mal. Voilà ce qui se passe réellement ici. Et le résultat final ne sera pas bon, car le droit international est important pour les États-Unis comme pour les autres pays. J'ai remarqué certains discours de Hegseth. Il traite le droit international comme s'il s'agissait d'un complot woke qui empêcherait l'Amérique de poursuivre ses intérêts. Mais encore une fois, dans des situations comme la guerre, le droit international doit être une contrainte mutuelle, un cadre autour du fait de s'entretuer qui le limite et le rend aussi civilisé que possible. Mais aussi, encore une fois, les récits que nous nous racontons comptent. Je veux dire, lorsque Biden a fait exploser le Nord Stream, ou aurait prétendument fait exploser le Nord Stream, même si oui, très probablement il l'a fait, les Allemands étaient prêts, le chancelier était prêt à se tenir à ses côtés et à faire semblant de croire que lorsqu'il disait « Oh, ce n'était pas nous », Biden disait la vérité. Les Allemands étaient très disposés à l'acheter, même si personne, je pense, ne croyait vraiment que c'était les Russes qui avaient fait exploser leur propre gazoduc. Mais au moins, il y avait une apparence. Maintenant, il n'y a plus rien. Même les Allemands maintenant, le chancelier, demandent « Eh bien, quelle est la justification juridique ?» Vous savez, il nous faut quelque chose. Donnez-nous au moins un récit. Dites que c'est à propos, vous savez, d'un dictateur autoritaire, pas seulement de pétrole. Il semble qu'il y ait là une véritable inquiétude. Mais oui, cela me ramène à ma question. Les Européens sont restés relativement silencieux à ce sujet. Je pense qu'ils espéraient que leur obéissance serait récompensée, mais au contraire, leur, disons, manque de courage est puni. Je pense que Trump sent la faiblesse, et maintenant, il a jeté son dévolu sur le Groenland. Penses-tu que ce soit réel? Parce que ça semble aller au-delà d'une simple rhétorique destinée à distraire. Tu me demandes si je pense qu'il y a une réelle possibilité qu'ils prennent effectivement le Groenland. Ou est-ce simplement une tactique de télé-réalité où ils détournent l'attention? Ou penses-tu vraiment que les États-Unis vont prendre le Groenland maintenant? Je pense qu'il existe une réelle possibilité que les États-Unis prennent le Groenland. D'une certaine manière, des gens comme toi et moi ont du mal à imaginer les États-Unis envahir le Groenland, le prendre et en faire le 51e État. C'est difficile à concevoir que nous fassions cela. Mais je ne serais pas surpris si Trump le faisait. Si l'on regarde sa manière de concevoir l'usage de la force militaire, il est prêt à l'utiliser fréquemment. Je crois qu'il a eu recours à la force militaire dans 7 pays différents depuis son entrée en fonction, et il approche de la première année de sa présidence.
Souvenez-vous, il est devenu président le 20 janvier et nous approchons à nouveau du 20 janvier. Au cours de l'année écoulée, il a attaqué 7 pays différents. Cela inclut l'Iran, l'Irak, la Syrie et quelques autres, le Venezuela aussi, évidemment. Mais la caractéristique distinctive de toutes ces attaques, c'est qu'elles étaient de petite envergure. C'était ce que j'appelle des piqûres d'épingle. Et il a été très prudent de ne pas s'impliquer dans la reconstruction d'un pays, de ne pas s'engager dans une guerre sans fin. Il comprend que c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Souvenez-vous de l'attaque contre l'Iran le 22 juin de l'année dernière, c'est-à-dire 2025. Cela n'a duré qu'une journée. Il a attaqué l'Iran, déclaré la victoire à la fin de la journée, affirmé que le problème était résolu, terminé, puis il est passé à autre chose. Et bien sûr, si l'on regarde ce qu'il a fait récemment au Nigeria, il a lancé quelques missiles, mais cela s'est arrêté là. Il ne s'est pas impliqué de manière significative au Nigeria. Alors, quand on parle du Venezuela et du Groenland, la grande question que tout le monde se pose à propos du Venezuela est la suivante. Va-t-il finir dans une guerre sans fin? Est-ce la première fois qu'il se piège lui-même? S'est-il enlisé dans un bourbier? Et je pense que l'administration estime que ce n'est pas le cas, qu'ils peuvent faire cela à moindre coût. C'est en quelque sorte une opération d'aiguille. Ils enlèvent Maduro et l'emmènent aux États-Unis, puis installent la vice-présidente comme nouvelle présidente. Ils utilisent la coercition économique pour la faire danser selon leur musique. Je pense que c'est leur vision. Au final, c'est une autre opération d'aiguille. En ce qui concerne le Groenland, il ne serait pas difficile pour les États-Unis de conquérir le Groenland. Ce ne serait pas la Première Guerre mondiale, ni même vraiment une guerre, je pense. L'armée américaine pourrait prendre le Groenland avec une relative facilité. Et quand on regarde le comportement de Trump, sa volonté d'utiliser la force militaire quand il peut le faire à moindre coût et sans en subir les conséquences, cela correspond parfaitement. Je veux dire, il s'en sortira politiquement. Les Européens vont crier pendant un moment, mais au final, cela n'aura pas beaucoup d'importance. Ils n'opposeront pas beaucoup de résistance. Il n'a aucun respect pour les Européens. Donc le fait qu'il puisse le faire à moindre coût, que cela puisse être présenté comme une autre opération de faible envergure, montre, je pense, qu'il y a de fortes chances qu'il essaye de prendre le Groenland. Et pour revenir au Venezuela, la grande question est de savoir s'il va se laisser entraîner dans un bourbier, dans l'entreprise de construction nationale, ou s'il parviendra à s'en sortir rapidement et facilement. Oui, eh bien, j'ai vu Stephen Miller. Il a été interviewé, il a fait cette remarque. On lui a demandé, utiliseriez-vous la force militaire pour prendre le Groenland? Et il a été plutôt désinvolte à propos de toute cette idée, disant que de toute façon, les Européens ne riposteraient pas. Donc en gros, il suffirait d'arriver, de planter un drapeau, et ce serait tout. Il a probablement raison d'ailleurs, qu'il n'y aurait pas de combat. Mais as-tu été surpris par la réaction européenne à tout cela? Parce qu'en somme, il semble qu'au cours de l'année écoulée, toutes les valeurs libérales censées unir l'Occident se soient effondrées de manière spectaculaire. Non seulement la réticence à trouver une voie diplomatique en Ukraine, mais aussi le génocide à Gaza, le soutien à un chef de l'État islamique pour prendre le pouvoir en Syrie, l'appui à la destruction des installations nucléaires iraniennes, et maintenant le bombardement, l'attaque et l'enlèvement du président du Venezuela. En donnant sans cesse son aval et en soutenant ses actions, oui, tout cela concentré en une seule année, je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Jusqu'où l'Occident peut-il réellement encaisser si l'on définit l'Occident politique comme une région fondée sur des valeurs?
Oui, quelques points sur ce que tu viens de dire, Glenn. Tout d'abord, le génocide à Gaza. Je pense que le fait que les Européens et les États-Unis aient soutenu Benjamin Netanyahou dans la mise en œuvre d'un génocide à Gaza a porté un coup mortel à l'ordre international libéral. L'idée qu'un groupe de pays libéraux, des pays qui mettent en avant l'importance des valeurs libérales, ait ouvertement soutenu un génocide que le monde entier pouvait voir se dérouler à Gaza a, à mon avis, porté un coup vraiment grave à cet ordre. Et ensuite, si l'on ajoute tout ce qui s'est passé sous Trump à ce soutien au génocide, on comprend pourquoi cet ordre est en grande difficulté. Et de plus, il est vraiment difficile de soutenir que les valeurs libérales signifient encore grand-chose en Occident. Cela ressemble à une rhétorique creuse. Tout cela remonte aux années Biden, car souvenez-vous, le 7 octobre a eu lieu sous l'administration Biden, et les Américains en particulier, mais aussi les Européens, ont soutenu les Israéliens dans la mise en œuvre du génocide à Gaza avant que le président Trump n'entre en fonction. Trump, bien sûr, a continué à soutenir les Israéliens et le fait encore alors qu'ils poursuivent le génocide. Mais encore une fois, c'est un énorme problème. Maintenant, la question est, que se passe-t-il ici? Pourquoi les Européens ne s'opposent-ils pas à Trump? Et je ferai deux remarques à ce sujet. Premièrement, les Européens sont désespérés à l'idée de maintenir de bonnes relations avec les États-Unis, car ils veulent que les États-Unis restent en Europe. Les États-Unis font toutes sortes de déclarations, surtout sous la présidence de Donald Trump, sur le retrait des troupes américaines d'Europe, l'affaiblissement de l'OTAN et la réduction de la présence militaire américaine. Cela horrifie les dirigeants européens, car ils comprennent que les États-Unis jouent un rôle de stabilisateur en Europe. Ils veulent donc que nous, les Américains, restions en Europe. Ils veulent préserver l'intégrité de l'OTAN, et ils pensent que la meilleure façon d'y parvenir est d'apaiser le président Trump. Ainsi, chaque fois que le président Trump fait quelque chose d'outrageux et qu'il s'y oppose, ils le soutiennent malgré tout, ou bien ils le critiquent de manière très douce, parce qu'ils veulent s'assurer qu'il reste favorable à l'Europe. Ils veulent s'assurer qu'il aime l'Europe. Mais le problème avec le président Trump, de leur point de vue, c'est qu'il est fondamentalement un tyran. Et si vous montrez de la faiblesse, il vous malmènera. Nous savons tous que Trump éprouve un mépris total pour les Européens dès le départ. Les pays européens sont loin d'être aussi puissants que les États-Unis, et lorsqu'ils se mettent à genoux pour l'apaiser, il ne fera que les malmener. Il les traitera avec mépris. Et c'est bien sûr ce qu'il a fait. Maintenant, on pourrait s'attendre à ce que les Européens tirent les leçons de cela, fassent un virage à 180 degrés et tiennent tête aux Américains. Mais non. Ils sont tellement désespérés à l'idée de garder les États-Unis en Europe et tellement habitués à se trouver dans une position où ils rampent aux pieds d'un président américain, faisant tout ce qu'il veut, qu'on se retrouve dans une situation où Trump peut pratiquement tout se permettre sans recevoir la moindre critique sérieuse de la part des Européens. Et cela nous ramène à notre discussion sur le Groenland. Que se passerait-il s'ils prenaient le Groenland? Il serait très intéressant de voir si les Européens finiraient enfin par lui tenir tête. On pourrait le penser, mais je ne parierais pas beaucoup d'argent là-dessus. Nous avons vu cela à la conférence sur la sécurité de Munich en février, lorsque J.D. Vance a pris la parole. Lors de la cérémonie de clôture, j'oublie le nom de la personne qui l'a conclu, il a fondu en larmes à cause du discours et de la manière dont Vance a parlé des Européens. Et bien sûr, il y avait une stratégie de sécurité nationale appelant plus ou moins à un changement de régime en Europe, accusant l'Union européenne de détruire la civilisation européenne. Et maintenant, bien sûr, il y a la menace de prendre le Groenland.
On pourrait penser qu'à un moment donné, il finirait par avoir un peu de courage et ferait quelque chose. C'était un commentaire intéressant de la part de la première ministre du Danemark. Elle a dit que si les États-Unis attaquaient et prenaient le Groenland, cela signifierait la fin de l'OTAN. Mais penses-tu, plus ou moins, que c'est déjà en train de se produire? Nous avons parlé du déclin, voire de l'effondrement de l'OTAN, ou du moins du fait qu'elle soit devenue l'ombre d'elle-même. Penses-tu que ce serait l'événement qui détruirait complètement l'OTAN? Parce que, les États-Unis ne semblent pas très intéressés à la maintenir. Et les Européens ne peuvent pas ignorer que la réalité a changé de manière spectaculaire. Il faut aussi se rappeler que toute la question de l'Ukraine est étroitement liée à celle de l'avenir de l'OTAN. Vous savez, beaucoup de gens soutenaient, même avant que la crise au Venezuela n'éclate récemment, que l'OTAN était en grande difficulté. Et si les Russes l'emportaient en Ukraine, ce qui semble bien être le cas, cela porterait un coup très sérieux à l'Alliance. Donc si l'on relie ce qui se passe en Ukraine à une éventuelle invasion du Groenland, on pourrait dire que ce serait une combinaison dévastatrice qui ruinerait pratiquement l'Alliance. L'Alliance pourrait subsister de nom, mais en tant qu'organisation efficace, ressemblant à ce qu'elle était entre 1949 et 2025, cette époque serait révolue. L'OTAN ne serait plus que l'ombre d'elle-même. Elle serait pratiquement détruite. Je pense qu'on peut avancer ce genre d'argument. Encore une fois, je pense que les Européens feront, excuse-moi Glenn, je pense que les Européens feront tout leur possible pour empêcher que cela n'arrive, en grande partie parce que l'OTAN signifie, pour eux, maintenir les États-Unis en Europe, garder le tétine américaine en place. Et ils sont désespérés à l'idée de préserver cela. Il se peut donc que si Trump envahissait le Groenland, et espérons qu'il ne le fasse pas, les Européens ravaleront malgré tout leur fierté et ne le soutiendront pas. Ils le critiqueront, mais d'une manière qui ne soit pas trop dommageable pour ne pas détruire l'Alliance. Il semble simplement que l'un des principaux défis pour l'Occident politique soit de renégocier la relation entre les États-Unis et l'Union européenne. Car au-delà de la rhétorique autour de Trump, il y a ici quelque chose de significatif concernant la répartition du pouvoir. Les États-Unis ne peuvent plus se permettre d'être aussi généreux qu'ils l'étaient après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont d'autres priorités. Ils ne peuvent pas être partout. L'Europe est une priorité élevée. Sa puissance relative dans le monde a également décliné. Donc les Européens veulent en quelque sorte l'Amérique d'autrefois, c'est-à-dire qu'elle s'engage et continue, en gros, à tout payer. Il semble simplement que, pour les Européens, ils sont soit très soumis aux États-Unis, soit deviennent très anti-américains. Ils ont toujours tendance à se polariser un peu. Il semblerait pourtant possible d'avoir une relation plus raisonnable si nous nous adaptions aux nouvelles réalités multipolaires, c'est-à-dire que les deux parties bénéficient d'un partenariat, d'une coopération en matière de sécurité, de liens économiques, mais au moins, peut-être un divorce. Passer d'un mariage à un voisinage, quelque chose dans ce genre, simplement quelque chose qui fonctionne pour les États-Unis. Car ignorer les nouveaux intérêts des États-Unis, à mon avis, serait une erreur. Bien sûr, Trump a tendance à être beaucoup plus brutal que d'autres dirigeants, mais il y a quelque chose au-delà de sa personnalité. Il y a un véritable déplacement du pouvoir qu'il faut prendre en compte. L'idée que nous pouvons simplement continuer comme si nous étions encore dans un ordre bipolaire ou unipolaire n'a vraiment plus beaucoup de sens. Oui, je pense que tu as tout à fait raison, Glenn. Et je relierai ce que tu viens de dire à cette idée qu'il existe un groupe là-bas, ou une civilisation, peu importe comment on l'appelle, qu'on désigne sous le nom de l'Occident.
Pendant la guerre froide, lorsque nous avons inventé ce terme, l'Occident, cela avait parfaitement du sens, car nous étions confrontés à la rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui se déroulait principalement en Europe. Le cœur de cette compétition se trouvait en Europe centrale. Tous les pays du côté ouest de la ligne de division étaient étroitement alliés aux États-Unis, et bien sûr, ceux du côté est étaient étroitement alliés aux Soviétiques. Dans ce contexte, il était donc tout à fait logique de parler de l'Occident, et nous étions étroitement intégrés. De plus, après la fin de la guerre froide et notre entrée dans le moment unipolaire, il n'y avait évidemment plus de menace soviétique. Mais les pays d'Europe occidentale étaient profondément libéraux. Ils partageaient les mêmes valeurs que les États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est que l'Occident, héritier de la guerre froide, a décidé d'étendre l'OTAN vers l'Est, d'intégrer davantage de pays européens à l'Occident et de continuer à parler de politique internationale comme s'il existait encore ce groupe de pays que l'on pouvait appeler l'Occident. Et en réalité, cela avait beaucoup de sens. De plus, l'Occident, durant le moment unipolaire, s'intéressait à la diffusion de la démocratie libérale dans le monde entier. Comme vous le savez, les États-Unis, pendant cette période, ont adopté une politique étrangère d'hégémonie libérale. Nous étions, à la manière de Francis Fukuyama, désireux de répandre la démocratie sur toute la planète, car nous pensions que c'était pour le bien de tous. Les Européens ont adhéré à cette entreprise. Cela s'est manifesté le plus clairement par l'élargissement de l'OTAN. Au départ, l'élargissement de l'OTAN visait avant tout à diffuser la démocratie libérale, l'interdépendance économique et ainsi de suite, les institutions occidentales s'étendant à l'Europe de l'Est. Il était donc très facile pendant le moment unipolaire, comme pendant le moment bipolaire, de parler de l'Occident. Mais ce monde a disparu. Et cela tient en grande partie au fait que pour la première fois dans l'histoire américaine, la région la plus importante du monde pour nous, pour les États-Unis, n'est pas l'Europe. C'est l'Asie de l'Est, en raison de la montée en puissance de la Chine. C'est donc un impératif très fort pour les États-Unis de se réorienter vers l'Asie et de se désengager de l'Europe. Et lorsque vous avez quelqu'un comme Trump, qui est président et qui méprise les Européens, et que vous combinez cela avec les impératifs structurels qui nous poussent à nous tourner vers l'Asie de l'Est, vous allez voir de grandes fissures apparaître dans la relation transatlantique. Il est très important de souligner qu'à mesure que la relation transatlantique se détériore, à mesure que les relations entre les États-Unis et l'Europe s'aggravent, les Européens se retrouveront livrés à eux-mêmes d'une manière qu'ils n'ont pas connue depuis longtemps. Je pense qu'il faudrait remonter à 1945, voire aux années précédant 1945, pour trouver des situations où l'Europe était pratiquement seule et ne bénéficiait pas du rôle apaisant des Américains. Et cela signifie que vous verrez des fractures au sein de l'Occident. On peut déjà l'observer en Europe aujourd'hui. Il existe toutes sortes de lignes de faille à l'intérieur de l'Union européenne et plus largement en Europe. Et d'ailleurs, comme nous en avons déjà parlé, les Russes feront tout leur possible pour accentuer ces lignes de faille. Ils s'efforceront également de détériorer les relations entre les États-Unis d'un côté de l'océan et les Européens de l'autre. Il y a donc ici de nombreuses forces à l'œuvre qui sapent cette idée d'un Occident relativement homogène, telle qu'elle existait durant la bipolarité et la unipolarité, mais qui commence aujourd'hui à s'effriter. Cette idée selon laquelle l'Europe se retrouverait toute seule est intéressante. Certains l'avaient pourtant prédite. J'ai réalisé une interview sur cette chaîne avec le général Harald Kuyat. Il était l'ancien chef des forces armées allemandes
et a occupé le poste militaire le plus élevé de l'OTAN. Il a écrit un article et donné une interview en janvier 2023, donc il y a environ 3 ans maintenant, dans lesquelles il prédisait que nous avions plus ou moins déjà perdu la guerre en Ukraine. Les Russes allaient la remporter, et lorsque cela deviendrait évident, les Américains commenceraient à se retirer. Le titre de l'article était quelque chose comme « Nous serons laissés tout seuls face à une Russie très en colère ». Je me demandais donc comment vous relieriez ce conflit au Venezuela à celui en Ukraine, car si l'on regarde le Danemark, c'est assez ironique. Le gouvernement danois se targue dans une certaine mesure d'avoir été le premier à reconnaître le Kosovo, donc encore une fois une sécession. Eh bien, ils se retrouvent maintenant de l'autre côté. Ils ont aussi envoyé presque toutes leurs armes à l'Ukraine et figurent parmi les plus belliqueux dans cette guerre, par procuration contre les Russes. Alors que, comme vous l'avez dit la dernière fois que vous avez pris la parole, c'est désormais une guerre directe contre la Russie. Mais qu'est-ce que cela signifie au juste? Car cela, bien sûr, renforce le sentiment de désespoir. Lorsque nous avons rejoint cette guerre contre les Russes, nous étions derrière Biden, et il avait dit qu'il se battrait jusqu'au bout. Aujourd'hui, bien sûr, la situation est très différente. Comment voyez-vous l'évolution des choses? Eh bien, je pense que ce qui se passe au Venezuela, même si l'on ajoutait une invasion du Groenland à cette situation, à l'ensemble de ce problème dans l'hémisphère occidental, paraît insignifiant en comparaison de ce qui se passe dans la guerre en Ukraine. En réalité, ce que Trump a essayé de faire avec les Européens vis-à-vis de la guerre en Ukraine, c'est de transférer sur leurs épaules la charge du soutien à l'Ukraine. Et les Européens, bien sûr, ne peuvent pas assumer ce fardeau. Ils n'ont ni les ressources financières ni l'armement nécessaire pour soutenir l'Ukraine. Et l'Ukraine va perdre la guerre. Une fois que l'Ukraine aura perdu, il y aura un jeu de reproches. Et les Européens vont blâmer les Américains d'avoir retiré leur soutien à l'Ukraine et de leur avoir transféré la charge. Et Trump, lui, blâmera les Européens. Il dira qu'ils n'ont pas coopéré avec lui sur le plan diplomatique, qu'il leur a donc confié la responsabilité de gérer la question ukrainienne et qu'ils n'ont pas été à la hauteur de la tâche, donc que c'est leur faute. Il y aura donc ce jeu de reproches. Et ensuite, il y aura un jeu de reproches à l'intérieur même de l'Europe. On verra des figures comme Viktor Orban d'un côté, Keir Starmer de l'autre, et aussi Macron, et ils se disputeront tous pour savoir qui est responsable et quelle direction prendre désormais. Et en même temps, comme je l'ai déjà dit, les Russes feront de grands efforts, pour de bonnes raisons stratégiques, afin d'exacerber ces tensions à l'intérieur de l'Europe et à travers l'Atlantique. Je pense donc qu'il y aura beaucoup de problèmes en Europe à l'avenir. Et surtout, les relations entre la Russie et l'Europe seront empoisonnées aussi loin que l'on puisse voir. Il ne faut pas sous-estimer les conséquences catastrophiques de la décision d'avril 2008 d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN pour l'avenir prévisible. Et nous parlons ici d'un avenir très lointain. Des relations empoisonnées entre la Russie d'un côté et l'Europe de l'autre. Et cela va devenir, comme je l'ai déjà dit, une Europe de plus en plus divisée. Les États-Unis ne vont plus jouer le rôle de pacificateur comme ils l'ont fait par le passé. Ce sera terrible pour l'Europe, et je pense que l'Europe est en réelle difficulté. Je crois que c'est un problème plus grave pour l'Europe que toute la question de ce qui se passe au Venezuela ou de ce qui arrive concernant le Groenland. Et d'ailleurs, pour revenir à mon propos, les Européens sont désespérés de maintenir l'OTAN intacte, ce qui signifie garder le pacificateur américain en Europe. C'est pour cela que les dirigeants européens cherchent à apaiser les Américains.
Et ici, nous parlons du président Trump. Pourquoi il le ménage à chaque occasion? Mais ce n'est pas une stratégie gagnante. Car comme nous l'avons dit, il faut tenir tête à Trump si l'on veut avoir la moindre chance d'obtenir quelque chose de lui. Les Chinois l'ont compris d'ailleurs. Souvenez-vous, au début de son mandat, le président Trump a essayé de se montrer ferme avec les Chinois en imposant des tarifs douaniers. Et les Chinois lui ont clairement fait savoir, sans la moindre ambiguïté, qu'ils avaient des cartes à jouer et qu'ils les utiliseraient. Le résultat final, c'est que Trump a reculé. Même chose avec les Houthis. Souvenez-vous, il avait dit qu'il allait intervenir et frapper les Houthis. Il avait dit que le président Biden était un chaton. Il n'a pas mené la guerre contre les Houthis de manière significative. Lui, Donald Trump, le vrai homme, allait s'y prendre autrement, faire plier les Houthis. Eh bien, il y est allé, a essayé de vaincre les Houthis, et il a échoué. Il a abandonné, il a reculé. Il a dit « les Houthis sont des types coriaces. Je ne peux pas les vaincre et je me retire. » Exactement. Et c'est ainsi qu'on obtient ce qu'on veut avec Trump, en lui tenant tête. Si on ne lui résiste pas, il vous piétine. Et bien sûr, il a piétiné les dirigeants européens, les humiliant à chaque occasion. Cela continuera tant qu'ils ne lui tiendront pas tête. Mais je ne vois guère d'espoir qu'ils le fassent de sitôt. Non, je ne vois pas ça non plus. Donc la dernière fois que nous avons parlé, vous veniez de prononcer un discours au Parlement européen, au Parlement de l'Uncopperel, dans lequel vous souteniez que l'avenir de l'Europe était sombre. Pensez-vous que le Venezuela a encore assombri cette perspective? Ou cela ne joue-t-il pas vraiment un grand rôle dans l'ensemble du monde politique occidental? Bien sûr, sauf si les États-Unis décident réellement de prendre le Groenland. Évidemment. Je ne pense pas que ce qui s'est passé au Venezuela ait vraiment beaucoup d'importance pour la direction générale que prennent les relations entre les États-Unis et l'Europe, ni d'ailleurs pour les relations entre l'Europe et la Russie. Je pense que ce qui se passe en Ukraine est en revanche d'une grande importance. Ce qu'il faut garder à l'esprit à propos du président Trump, c'est qu'il recourt si souvent à la force militaire et fait des choses si choquantes que ce qui est très important, un jour ne fait même plus la une semaine plus tard. Il se peut que, d'ici une semaine, Glenn, les États-Unis attaquent de nouveau l'Iran. Peut-être que les Israéliens et les Américains lanceront une grande campagne aérienne contre l'Iran. Je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est certainement dans le domaine du possible. Et beaucoup de gens pensent que cela va se produire plus tôt que tard. Mais une fois que cela arrivera, la une des journaux parlera de l'Iran, pas du Venezuela. Une autre dimension de cette situation, c'est que la question vénézuélienne ne restera probablement pas à la une, ni ici aux États-Unis, ni en Europe, parce que nous serons occupés à poursuivre une autre aventure. C'est l'un des moyens par lesquels Trump parvient à s'en tirer avec toutes les initiatives qu'il entreprend. Il fait quelque chose, les gens commencent à le critiquer, mais avant que les critiques ne s'installent, il est déjà en train d'attaquer un autre pays. Puis les gens recommencent à le critiquer, et avant que ces critiques ne s'enracinent, il passe à un autre pays. Tant qu'il ne s'enlise pas dans une guerre sans fin, ou, pour le dire autrement, tant qu'il ne s'enlise pas dans la construction d'une nation, il pourra poursuivre cette politique dans un avenir prévisible. Et c'est pourquoi la grande question, à ce stade, est la suivante. Où mène le Venezuela, n'est-ce pas? Lui et ses conseillers pensent qu'ils sont intervenus, qu'ils ont remporté une victoire rapide et décisive, et que désormais la gestion du Venezuela ne sera qu'un problème mineur. Cela les libérera pour passer à la prochaine escapade. C'est leur point de vue. Et il y a beaucoup de gens, j'en fais partie, qui doutent sérieusement que ce soit vrai. Je pense que lorsque vous intervenez,
et que vous brisez un pays comme le Venezuela, vous en devenez en quelque sorte le propriétaire. Et il affirme qu'il en est le propriétaire, n'est-ce pas? Il dit que nous allons le diriger. Lorsqu'il commence à parler ainsi, on se dit d'accord. Si vous, président Trump, allez diriger le Venezuela, cela ne veut-il pas dire que vous allez faire du nation building? Et si vous vous engagez dans le nation building, cela ne va-t-il pas être long, difficile et désordonné, et probablement voué à l'échec? Mais il y a d'autres personnes dans l'administration qui soutiennent que nous n'allons pas nous impliquer sérieusement dans la gestion du pays. Nous pouvons le faire à moindre coût. Nous verrons bien ce qui se passera. Mais s'il s'enlise au Venezuela, cela limitera considérablement sa marge de manœuvre pour attaquer d'autres pays plus tard, comme il le fait depuis son arrivée au pouvoir il y a environ un an. Eh bien, c'est très efficace pour détourner l'attention. La semaine dernière, nous parlions des dossiers Epstein, et maintenant, bien sûr, tout a disparu. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse jouer à ce jeu très longtemps avant qu'une énorme erreur de calcul ne l'implique directement. Cela est peut-être déjà en train de se produire. Quoi qu'il en soit, je sais que tu as des choses à faire, alors je veux simplement te remercier encore de m'avoir laissé profiter de ton point de vue. Oh, merci Glenn, de m'avoir invité à ton émission. Ce fut un plaisir de te parler. J'aimerais simplement que nous ayons des sujets un peu plus réjouissants à aborder en ce moment. Je veux dire, c'est la nouvelle année. Nous sommes censés penser en termes de bonne année. Mais vu les événements dans le monde, il est difficile de ne pas être complètement déprimé. Oui, tout à fait d'accord. Eh bien, merci quand même, de rien.